Suivez-moi bien. Ok, donc ici, quand vous avez votre machine à démarrer, vous rentrez en tant que route. Tapez route, identifiant. Le mot de passe que vous avez mis à l'installation, pour ne pas se fatiguer, on a mis AZERTY. Voilà le mot de passe que chacun a mis. Mais n'oubliez pas ce mot de passe. Ok. Oui. Oui. C'est pas grave, mais il ne faut pas l'oublier, c'est tout. Maintenant, de là, vous voyez que là, mon DVD n'apparaît pas sur mon bureau. Donc, je vais le connecter sur la machine virtuelle ici, vous voyez, c'est pas connecté. Donc, vous descendez là, quand il n'apparaît pas, vous faites clic droit, connect. Pour qu'il puisse apparaître sur mon... Voilà, il apparaît là. Le DVD ISO. Ok, c'est comme si on a mis le DVD dans le lecteur. Ok. Donc maintenant, notre machine là est installée. Ok? Notre machine, vous me suivez, tout le monde? Voilà, laissez votre installation se terminer. Et puis voilà. Donc pour notre projet, on a besoin de 2 machines. Ok. Quand le XP aussi va s'installer, vous laissez VMware Tools s'installer. VMware Tools là, c'est un outil de VMware qui permet d'agrandir l'écran de Windows XP. Donc l'avantage qu'un VMware Tools s'est installé, comme ce qu'il est en train de faire, vous le laissez. Quand c'est sur XP, il va faire ça automatiquement. Il va agrandir mon écran de Windows XP. Et puis, s'il y a besoin de logiciel, d'une application pour installer sur la machine virtuelle, je peux copier une application de ma machine physique. Je viens coller. S'il y a besoin de quelque chose qui est sur la machine virtuelle, pour envoyer sur la machine physique, je copie. Donc, ça veut dire que VMware, c'est pas seulement l'outil qu'on est en train d'utiliser, c'est pas seulement pour la classe, mais c'est aussi pour votre entreprise. Ça veut dire que, suivez-moi bien, on dit il y a eu Windows Server 2016 qui est sorti. Mais je vais apprendre, je fais comment? Je ne vais pas prendre une machine en production pour venir installer. Je prends ça, je mets en virtuel, je peux faire tous mes calculs et toutes mes configurations, apprendre à faire tout. Et si je dois migrer mon infrastructure, sur ça, je migre maintenant. Je fais tous mes tests en virtuel. Et ça cause ça, quand ça mettait, beaucoup de personnes ont eu peur parce qu'ils se sont dit, ah, mais est-ce que ça va pas effacer vos données? Mais ça vous présente aujourd'hui, avec ce qu'on a fait, si on vous dit d'installer Red Hat Entreprise, voici ça qui est là. C'est les mêmes écrans que vous allez voir. OK? Voilà. Donc maintenant de là. Donc ici, moi je suis parti du fait que je n'ai rien. J'ai fait des installations. C'est comme si j'ai installé une nouvelle machine. Donc ça veut dire qu'actuellement je dois mettre en place mon réseau. Adresser mes machines. Parce que si on doit configurer, si on doit dire FTP, c'est que le réseau doit exister. Donc ça nous permet de faire une révision sur l'adressage d'une machine sous Linux. OK? Donc d'abord, le FTP qu'on veut installer, le FTP utilise quel port de communication? Non. F80 c'est pour le serveur web. 80 de TCP c'est pour le serveur web. Ok? FTP utilise quoi? Non. 432 peut-être, non. FTP utilise le port 20 et 21 de TCP. 20 et 21. Ce que vous devez faire en tant que responsable, ingénieur, vous devez plus ou moins connaître quelques ports. Hein. C'est-à-dire que les ports connus, là, vous partez sur Google, vous tapez sur Google well-known ports. Vous tapez well-known ports. C'est-à-dire que les ports les plus connus. Vous tapez sur Google well-known ports. Ça va vous donner une liste. C'est-à-dire taper ça. Well-known ports. Ça veut dire que well-known ports. Ça veut dire que les ports, les 1023 premiers ports sont réservés, sont connus. Ok? Si vous avez un doute, vous tapez ça. Ça vous donne un document. Vous dites 20, 21. Parce que pour ne pas avoir de conflit, lorsque vous faites des configurations, il ne faut pas aller utiliser des ports réservés. Il ne faut pas utiliser des ports réservés. FTP, là, quand il va fonctionner, s'il existe, il va prendre 20 et 21 de TCP. HTTP va prendre 80. Hein? Voilà. Par exemple, DHCP va prendre 67 de UDP. Donc, ça veut dire que l'important de ça, en termes de sécurité, c'est que s'il y a un firewall, un pare-feu, si vous devez faire ces configs, vous devez s'assurer que le pare-feu laisse passer les informations sur ce port. Le pare-feu va bloquer. Or, tu sais que tu dois faire des connexions par FTP. Donc, tu dois dire que faut laisser passer mes informations sur ce port. Donc, normalement, on doit écrire des règles. Mais ici, nous ici, donc par défaut, comment est-ce qu'on procède lorsqu'on fait des configurations? Ok? On désactive le pare-feu d'abord pour être sûr que ce n'est pas lui
qui me bloque quelque chose. Parce que il faut qu'on soit sûr que l'erreur ne vient pas de notre niveau. Parce que si tu laisses des fois le parfait activé, quand tu vas faire, tu ne sais pas si c'est moi qui ai fait une erreur dans la configuration ou c'est lui qui me bloque. Donc, quand on désactive le pare-feu, on est sûr que ce n'est pas le pare-feu qui est en faute, c'est moi-même qui suis en erreur, j'ai fait une erreur dans la configuration. Voici pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Ça va? Donc, maintenant, de là, on va voir. Le pare-feu de Linux se nomme iptables. Le pare-feu par défaut intégré dans Linux, c'est iptables. iptables. Donc, je vais le désactiver. Donc, prenez ce que je suis en train de faire comme une continuité un peu de votre cours de Linux que je vais appliquer maintenant dans le cours de sécurité. iptables. OK? Donc, maintenant, de là, on va désactiver le pare-feu. OK? Et puis, on va fixer une adresse. On va fixer donc une adresse IP. OK? Donc, je viens sur système. OK? Vous voyez système, vous voyez administration. OK? Système, vous voyez administration. OK. Système, administration. On a niveau de sécurité et pare-feu. Administration, système. On a administration, on a niveau de sécurité et pare-feu. OK? Non, mais suivez-moi. Vous pouvez prendre des petites notes, suivez. Maintenant, vous voyez option de pare-feu. On voit là que le pare-feu est activé. Je vais désactiver. Est-ce que Linux permet d'accroître aussi la sécurité, aider le pare-feu dans la sécurisation? Donc, paramètre de Excel Linux, je mets sur désactiver. OK? Maintenant, je valide ça, j'applique. Il me dit oui. Je valide. OK? J'ai appliqué, j'ai validé. Maintenant, je viens de faire une modification sur le pare-feu. Sur Linux, quand on fait les modifications là, OK? On ne redémarre pas tout de fois, on ne redémarre pas la machine, mais on redémarre le service incriminé. Donc, je vais ouvrir mon terminal. Sur Red Hat, vous faites clic droit, ouvrir un terminal. C'est-à-dire quand il dit Red Hat en grand, je dis Red Hat en grand, ça y inclut le travail qu'on est en train de faire là. Si vous êtes en phase de Fedora, si vous êtes en phase de CentOS, si vous êtes en phase de Red Hat Entreprise, ça marche. Quand il dit Red Hat, en gros, je vais parler des trois en même temps. Donc, ça veut dire que si vous avez CentOS, si vous avez Red Hat Entreprise, vous avez Fedora, ça marche. OK? Donc, je fais ouvrir un terminal. Voilà mon terminal. Vous voyez que là, je suis rentré en tant que route. Vous voyez, j'ai route, @localhost, j'ai mon dièse là. D'accord? Donc, je fais quoi? Donc, je vais sauvegarder. Hein? OK? Je vais faire service iptables save. Service iptables. J'ai dit le pare-feu intégré de lui s'appelle quoi? Iptables. Donc, service iptables save. J'ai fait quoi? J'ai sauvegardé. Il me dit sauvegarde des règles dans le pare-feu parce que j'ai modifié l'état du pare-feu. Donc, je vais redémarrer maintenant le pare-feu encore. Donc, je fais quoi? Service iptables. Redémarrer, c'est quoi? Restart. OK. Service iptables. Restart. OK? Voilà. Donc, mon pare-feu là, je sais que mon pare-feu là n'aura pas d'incidence sur ma configuration. Et lui, j'ai dit, moi, j'ai fait mon FTP, mais pour le moment, on va apprendre. Après, je vais vous montrer comment est-ce qu'on écrit des règles à iptables pour ouvrir les ports qu'on veut de sécurité. Maintenant, de là, s'il y a plein d'écritures pour effacer sur Red Hat, c'est clear. OK? Clear, la commande clear, ça efface le cran. Maintenant, de là, je vais fixer une adresse IP. Je vais fixer une adresse IP parce que qui en dit FTP dit qu'on va accéder au serveur dans le réseau par son adresse IP ou par son nom. Donc, il faut que je fixe une adresse IP. Le serveur doit avoir une adresse statique fixe. Ça va? Comment est-ce que comme vous avez fait le coup, comment est-ce que vous avez fixé l'adresse IP?
Ok. Très bien. Je vois IP adresse, le masque, et puis on termine par app. C'est ça. Ok, mais ça, il prend l'adresse, il donne l'adresse, il fixe l'adresse de manière temporaire. Maintenant ici, je veux fixer même l'adresse de telle sorte que ça ne bouge pas. On peut le faire aussi en mode graphique. Mais si on veut le faire en mode graphique, il y a un fichier qui gère tout ce qui est réseau sous Red Hat. Donc, je vais aller écrire dans ce fichier ce que je veux. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer. Ok, le fichier se trouve où? On vous a dit quoi? Comme vous avez fait le cours de Linux, on dit c'est quel répertoire qui contient les fichiers de configuration de Linux? Non, pas BIF. Quoi? ETC. Ok. Donc, je vais aller sur ETC. Donc, je vais me positionner à la racine. Quelle est la commande qui permet de se positionner à la racine? CD espace slash. CD espace slash. C'est bon? On est à la racine. Donc, quand je fais LS, pour lister, LS, on a l'ensemble des sous Red Hat, les répertoires s'affichent en couleur bleue, les fichiers s'affichent en couleur noire. Ok? Donc, maintenant de là, je vais pas dans CD, je vais me positionner sur ETC. Je fais quoi? CD. Bon, voilà, on peut faire directement. Comme slash aussi, c'est bon. Slash aussi, ça marche. CD, ETC. Ok. Si elle veut lister le contenu d'ETC, il fait quoi? LS. C'est bien. Voilà, LS. Bon, ce qui m'intéresse ici, il y a un répertoire qui s'appelle sysconfig. Donc, il va s'afficher en couleur bleue. Vous voyez, le voici qui est là. Sysconfig. Sysconfig. Ok? Sysconfig. Donc, je me positionne. Donc, ce travail-là, ce qu'on est en train de faire là, il est valable pour quoi? Red Hat Entreprise, Fedora, CentOS. Si vous avez ça, vous faites ça. Ok. CD sysconfig. Je suis positionné sur sysconfig. Ok. Je fais LS. Le répertoire qui m'intéresse, c'est le répertoire network-scripts. Network-scripts. En bleu. C'est bon, vous voyez? Donc, je fais quoi? CD network-scripts. Ok? Je fais LS. C'est bon? Je suis dans network-script. C'est bon? Ok. Le fichier qui gère le réseau, c'est ifcfg-eth0. Linux numérote ces 4 réseaux comment? Il numérote, ça s'appelle ETH pour Ethernet. ETH pour Ethernet. Donc Ethernet 0, ETH 0 abrégé. ETH 0, c'est la première 4 réseaux. Donc s'il y a 2 4 réseaux sur la machine, il va numéroter la deuxième 4 ETH1. S'il y a troisième 4 ETH2, ainsi de suite. Ok? C'est la même nomenclature qui a été retenue maintenant pour Windows Server. Windows Server, ils écrivent Windows Server, les nouvelles versions en 2012, ils écrivent Ethernet 0. Il écrit tout. Sur Windows Server, maintenant on écrit Ethernet. On n'écrit plus connexion au réseau local. On écrit maintenant Ethernet 0, Ethernet 1, Ethernet 2, ainsi de suite. Or, Linux s'appelle ETH. Ça va? Donc maintenant, c'est un fichier. Donc, si je dois l'éditer, comment est-ce que vous avez édité vos fichiers l'année passée? Et c'est cette année que vous avez fait le cours. Oui, comment vous avez... Oui, pour éditer. Nano, il y a Nano, il y a VI, il y a VI, il y a... Quatre, c'est pour visualiser sans rentrer dedans. Je dis, je vais l'éditer modifié. Nano, VI. Mais ici, on a l'environnement graphique le plus simple, c'est Gedit. Graphical Edit. Les VI, tout ça là, ça c'est quand tu as dans un Linux, tu n'as pas interface graphique. Parce que quand tu fais VI, tu es en mode commande. Il faut rentrer, il faut appuyer I pour rentrer en mode insertion. Quand tu finis, tu fais échappe, tu fais 2.WQ. Mais ici, on est en mode graphique, on ne va pas se fatiguer, commande, on va rentrer dedans. Donc, je fais quoi? Gedit. Du moment où vous mettez Gedit, -ETH 0. Voilà, je vais éditer ce fichier. C'est bon? Voilà, donc il apparaît. D'accord? Maintenant ici, on a device égale à ETH 0, ça veut dire la carte réseau qu'on veut configurer. Ok.
boot proto égale à DHCP. Parce que quand on installait, on a vu qu'on allait laisser sur DHCP. Maintenant, ici, on doit faire quoi? Est-ce que le serveur doit avoir une adresse statique ou dynamique? Statique. Un serveur a toujours une adresse statique, mais l'adresse IP d'un serveur ne doit pas changer dans le réseau. Donc, nous, on vient là, et puis à la place de DHCP, on met statique. Statique. On met statique. Je dis, l'adresse IP là, je ne vais pas faire change, pas en dynamique. OK? Bon, hardware adresse, c'est l'adresse MAC. Maintenant, on boot égale à yes. À chaque démarrage de la machine, si la machine démarre bien, on redémarre, il faut prendre en compte ces paramètres-là. OK. Maintenant, je vais fixer l'adresse IP. OK, donc on tape entrée. Pour fixer l'adresse IP, on écrit en majuscule IP ADDR. C'est bon? On fait ça. IP, ça veut dire IP address. C'est ça qui est abrégé quoi. IP address. C'est-à-dire adresse IP. OK? Égale l'adresse IP qu'on veut fixer. Ça va? Je vais fixer quelle adresse IP. Je dis par exemple, on va prendre une adresse privée de classe C. 192.168. Bon, il veut 1. Bon, 1.1. Un exemple. OK. Si on veut fixer le masque, on écrit en majuscule net masque. Zéro. C'est bon? Voici ça. C'est bon? OK. Donc de là, on a fixé l'adresse IP, on a fixé le masque. OK? C'est bon? Donc maintenant de là, je vais enregistrer. Quand on finit, on enregistre ici. On enregistre, c'est tout. Quand on finit, oui, on enregistre. On enregistre, vous enregistrez. Vous écrivez IP en majuscule. Hein. Maintenant, vous ne mettez pas d'espace. Hein. Pas les espaces. L'espace correspond au caractère ASCII blanc. Donc, ça dit, il va interpréter ça comme une erreur, il va interpréter comme un caractère. Et quand si vous mettez des espaces, donc on finit, on ferme. Et puis maintenant, on vient de faire quoi? Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de fixer une adresse IP. Donc, on vient de modifier quelque chose. On a modifié quoi? Le réseau. Donc, on va redémarrer le service lié au réseau. N'oubliez jamais. On fait une modification. C'est quel service qui est lié à ça? Il faut que je le démarre. Donc, on fait service. Réseau en anglais, c'est quoi? Network. Voilà. Redémarrer, c'est restart. Oui. On a remarqué que l'adresse et le masque de sous-réseau, vous l'avez saisi au milieu là-bas. Alors on pourrait les saisir à la fin. Il n'y a pas de problème. Ça n'a qu'à être dans le fichier seulement. OK. Donc de là, j'ai fini. Je vais effacer un peu l'écran. Prenez. OK. Service Network Restart. C'est bon, vous avez photocopié? Non, c'est pas la peine de regarder. Regardez, j'ai une surprise pour vous. Regardez. Regardez, j'ai une surprise pour vous. Mais de toute façon, il donne une surprise là. Le lundi prochain, je contrôle. Parce qu'en réalité, je suis en train de m'enregistrer. Vous avez une vidéo. Quand vous venez lundi prochain, vous me montrez le travail fait. Je suis en train de faire vidéo, tutoriel vidéo. Tout ce qu'on dit là, tout ce que je suis en train de faire ça. Depuis ma machine, tout ça est en train d'être enregistré. Donc vous aurez le film de toutes les commandes, tous vos bavardages là, tout est déjà. Voilà. Tous les bavardages là, tout est déjà dedans. Donc maintenant, quand vous arrivez à la maison, à tête reposée, vous écoutez et puis vous reprenez. Donc lundi prochain, je contrôle. Où je vous ai laissé là, dans la vidéo, je me suis arrêté ici. On se retrouve là, je vérifie sur la machine de tout le monde et puis on continue. Ouais, mais c'est comme ça, on doit enseigner les doyens. Là, on ne va pas les fatiguer. Il regarde la vidéo, il fait, il écoute, ça dit, c'est comme si quand il vient, il est pas ses occupations, il n'est pas venu. Ah, donnez-moi le film là, du coup. Quand il vient là, le film du coup, il écoute à la maison, tranquille. Hein? Ah non, attendez. Bon, d'accord, donc on y va. On y va. Ok. Donc, je reviens à la racine. Je fais un clear. Ok, donc pour vérifier une adresse IP, on fait quoi? Pour voir l'adresse IP sous Linux.
Une adresse IP sous Linux. Hein? Non, on fait, vous n'êtes pas en routage, hein? On n'est pas en Cisco, hein? On fait ifconfig. Sous Windows, c'est ipconfig. Voilà. Voilà, ifconfig. Donc, vous voyez, il me met ici inet ADR 192.168.1.1. Adresse de broadcast. 1. Voilà le masque. Ok, ça c'est une adresse IPv6 bien locale. Vous n'avez pas encore fait le coup de. Voilà. Ça c'est une adresse IPv6 FE80 avec la méthode de l'EU64. FFFE. Voilà. Ok. Ah, d'accord. Ok, bon, c'est bon. Donc maintenant, on a fixé l'adresse IP. Donc je vais donner adresse IP aussi à ma machine sur ISP et puis on va faire quoi? Ping pour voir que les deux se touchent. Puis mon réseau est en place. Oui. Quelle adresse? Non, ça c'est l'adresse de loopback, l'adresse de bouclage. C'est cette adresse-là. On vous a dit que coût des réseaux. On vous a dit que les adresses de classe A là, commencent par quoi? De 1 à 126. Parce qu'on ne donne pas l'adresse. Il y a deux types d'adresses. Il y a deux types d'adresses particulières en classe A. L'adresse 0.0.0.0. Cette adresse est occupée par toutes les machines lorsqu'elles n'ont pas encore reçu d'adresse IP ou d'un serveur DHCP. Donc, toutes les machines ont cette adresse. Maintenant, l'adresse commençant par 127.0.0.0.1, appelée adresse de loopback ou adresse de bouclage, qui permet de faire des autotests. Donc, ça aussi, on ne donne pas. Voilà pourquoi on dit une adresse de classe A en qui de 1 à 126. Donc, quand vous faites le développement web, là, le localhost, c'est lui qui est le localhost. Il permet de tester aussi le bon fonctionnement de la pile TCP/IP. Ok? C'est-à-dire, si tu fais un ping à cette adresse-là, c'est-à-dire, il supposait qu'une machine même, on fait ping, on ne peut pas l'atteindre dans le réseau. Mais c'est que tu fais ping à cette adresse, elle répond. Donc, si tu fais ping à cette adresse, elle répond pas, c'est elle-même qui est le problème. C'est comme si je dis, je parle, moi-même, je ne m'entends pas. Avant que d'autres t'entendent, on demande, est-ce que toi-même tu t'entends d'abord? Si tu t'entends pas là, tu vas dire non, les gens ne m'entendent pas. Que je parle, c'est que c'est toi-même qui a un problème. C'est pas eux qui ont un problème. Ok? Voilà comment est-ce que vous pouvez. Ok. Donc maintenant, on va fixer une adresse IP dans le même réseau. Elle a marché sur Windows, on va faire un ping. Et puis on va voir. Ok. Donc je quitte là. C'est bien là. Monsieur. Oui. Je vous parlais de l'installation de cette machine là. Ouais. Windows display là. Display là. Bon, d'accord, on va voir. Bon, d'accord. Ok, je vais fixer mon adresse IP. Ok. Ok. Ici, on doit quoi? On doit désactiver le pare-feu. Par exemple, ça va nous bloquer les pings. On prend 1.2 par. Bon, je peux prendre 1.254, c'est pas grave. C'est l'ancêtre, parce que lui-même, avant, c'est l'ancêtre. Ok, donc je vais faire un ping pour voir est-ce que je touche mon serveur. Ok. On touche. Allez, ça passe. Ok. On vient ici aussi. Ok. On fait. Qui ça? Et touche. Ok. Maintenant, ça fait un ping en continu. Donc, comment on arrête un ping en continu? CTRL C. Ok. Bon. Ok. Voilà. Donc, de là, on a... Maintenant, de là, on a notre réseau qui marche
maintenant. Donc maintenant, on doit passer donc à la configuration de notre FTP. Ok? Sur Red Hat, on configure le FTP avec le VSFTP. VSFTP. VSFTP veut dire Very Secure FTP. Very Secure FTP. Very Secure FTP. Ok? Very Secure FTP. Donc maintenant, on va ouvrir notre terminal. Ok? Je vais me positionner à la racine pour que vous puissiez mieux voir. Ok. Donc si on doit l'installer, on doit faire quoi? On doit installer, première des choses, sous Linux, quand on doit installer un service, on doit installer les paquetages qui sont liés à ce service-là. Ok. Sous Red Hat, les paquetages s'installent avec la commande yum. Yum. Ok, yum. Yum. Yum, ça veut dire que c'est une commande qui est passée sur Red Hat, mais qui a été empruntée à la distribution Yellow Dog. Il y a une distribution de Linux qu'on appelle Yellow Dog. Donc, Yum, c'est pour Yellow Update Modify. Yellow Update Modify. C'est ça qui est Yum. Yellow Update Modify. C'est ça qui est Yum. Donc, maintenant, Yum, qu'est-ce que Yum permet de faire? C'est-à-dire, quand vous tapez Yum, le nom du paquetage, mais l'avantage avec Red Hat, c'est que quand on vous donne, Red Hat vient quoi? Sur un DVD. Donc, dans le DVD, là, il y a les paquetages du moment. C'est-à-dire que ce soit Fedora. Voilà pourquoi est-ce que il a pris beaucoup d'ampleur au niveau du monde. C'est-à-dire que ici, surtout chez nous ici, pourquoi les gens l'ont beaucoup aimé par rapport à Ubuntu Desktop, que vous avez peut-être utilisé. Ubuntu, quand on te donne le CD, c'est le CD sans les paquetages. Donc, pour faire un travail, tu as besoin d'Internet. On sait que Internet, vraiment, c'est un problème chez nous ici. Avoir une très bonne connexion tout le temps pour télécharger les choses là. Or, Red Hat, quand j'ai mon Red Hat, automatiquement, ça vient sur un DVD. On me donne le système d'exploitation, que ce soit Fedora ou Centre, le système plus les paquetages. Si c'est sorti aujourd'hui, tous les paquetages du moment, là, ils ont mis ça sur le DVD pour me donner. Donc, pour faire mon travail, je n'ai pas besoin forcément d'Internet. Donc, quand il tape Yum, il va prendre les paquetages qui sont sur le DVD là pour installer. Maintenant, s'il y a Internet, il va mettre ça à jour. Sans le cas, il va travailler ce qui est là. Ok, donc avec ça, on n'a pas besoin d'Internet pour faire une config parce que les paquetages sont sur le DVD. Regardez où se trouvent les paquetages. Je vais réduire mon terminal. Vous voyez, quand j'ai mis mon DVD, je viens là. Quand il vient sur Red Hat, le DVD, c'est comme si je vois le DVD. Il y a un dossier server. Quand on l'ouvre, vous voyez, voici les paquetages qui sont là. Donc, tout ce que je veux faire, si ça est là, je n'ai pas besoin d'aller télécharger. Ça est là, MySQL, Python, tout est là. Je lance, j'installe, je fais mes configurations. Vous voyez que les paquetages ont des extensions .rpm. RPM, c'est Red Hat Package Manager. Ok, ça va? Donc, maintenant, je viens là. On revient là. Donc, je dois installer mes paquetages de VSFTPD. Ça dit c'est VSFTPD. Donc je fais quoi? Yum install -y, ça dit installe-moi tout ce qui a attrait à VS, parce qu'il peut y avoir des fois plusieurs paquetages. Vous avez vu que comme c'est quand tu as installé, il dit recherche des dépendances. Donc si tu installes un, s'il a besoin de le, il va te dire il faut installer un. Donc moi il lui dit il faut tout installer, tout ce qui est pour Very Secure FTPD. Ok? Donc, maintenant, si j'ai mis yum install-vsftpd, il faut que je vérifie que c'est installé. J'ai lancé une commande, non? Je dis d'installer. Mais est-ce qu'il a pu installer? S'il a installé, je lance ma commande. Si c'est bon, il va m'envoyer le résultat du paquetage qu'il a installé. Donc, pour vérifier, on fait quoi? J'ai dit quoi? Les paquetages de Red Hat s'appellent quoi? RPM. Donc, RPM-QA, recherche-moi pipe. grep, ça veut dire que faut me rechercher sur le système tout ce qui a trait à VSFTPD qui est installé. grep, c'est pour rechercher. Ok? Voilà. Si vous tapez ça, RPM, c'est pas slash, hein.
Le trait qui est entre QA et puis R, c'est pas style, c'est pipe. ALGS6, le trait droit. Sur le clavier, ALGS6, c'est le trait droit, c'est pas slash, c'est le trait droit. Pipe. Voilà, ALGS6. Voilà, 6. Mais vous faites ALGS6. Ça fait apparaître. Donc, si vous faites cette commande-là et puis il ne donne pas de résultat, c'est que le paquetage n'a pas été bien installé. Par exemple, pour ceux qui vont aller faire à la maison, déjà, je donne déjà les problèmes possibles. Si vous avez raté une partie de cette installation, vous venez ici. Vous devez faire apparaître le DVD ici. Vous avez vu comment j'ai fait? J'ai monté, je suis venu là. Hein, je quitte le plein écran là, comme ça. Je vous montre en même temps les problèmes que vous voyez là. Vous faites clic droit, comme le DVD, vous faites connect et le DVD va apparaître. Donc vous allez, vous rentrez dans le DVD. Et vous n'avez pas installé. Si vous tapez Yum et puis il va vous mettre en bas. Si par exemple dans le terminal là, il vous met en bas No Package Available, c'est ce que vous devez faire. Ça veut dire que je n'ai pas pu installer parce que tu n'as pas monté. Donc vous remontez, vous venez dans Server. Et puis, c'est VSFTPD, non, le paquetage, vous faites V. Vous voyez, non, VS. Le voici qui est là. Vous dupliquez sur lui. Et puis, il installe. Et puis, vous revenez faire le travail. Parce que si moi je fais, il va me dire c'est déjà installé. Regardez. Il me dit, RP is already installed. C'est déjà installé. OK? Voilà. OK? Mais si vous le faites, il va faire installer. Vous faites installer quand même. Il va vous envoyer un message. Installer quand même, et puis paf, vous installez, puis vous venez reprendre. You m'installe, vous faites RPM-, vous allez voir qu'il va vous envoyer un message. Vous dites, va envoyer ça pour dire sur le paquetage installé. C'est bon? Oui. Maintenant de là, quand j'ai installé mon paquetage, je dois faire quoi? Je dois m'assurer que à chaque démarrage de ma machine, quand le serveur démarre, ce paquetage il démarre. C'est-à-dire que c'est un serveur FTP, donc à tout moment on peut accéder. Ou bien si c'est un DHCP, ou bien c'est un DN, à tout moment il doit être prêt, il fonctionne à tout moment, même s'il redémarre mon serveur. Donc on fait quoi? C'est par la commande chk config, le nom du paquetage, et puis on met le nom du service, et puis on met on. Donc chk config VSFTPD on. Ok, ça veut dire ça, ça veut dire que chaque fois que le serveur démarre, mon service FTP là, il a toujours être démarré à toi, faut pas le laisser. Ok, voilà. D'accord, chk config VSFTPD on. C'est bon. Maintenant, ça sert à faire démarrer le service à chaque démarrage de la machine. Ce n'est pas que toi-même tu puisses faire start, démarrer ça manuellement. Si tu redémarres mon serveur, on ne sait jamais. Si il redémarre, on éteint, on allume. Lui, là, il faut le démarrer automatiquement aussi. C'est bon? Maintenant, de là, on va maintenant aller voir le fichier de config, notre service, voir ce qu'on peut faire dessus. Ok? Donc, je fais clear pour ne pas que vous mélangez. Ok. Donc, c'est ETC qui garde mes fichiers de config. Ok. Donc, chaque fois, je vais me positionner dans, je suis à la racine, ETC. D'accord? Donc, quand je fais LS, ok? Je fais LS, je vois tout ce qui est dans ETC. On voit VSFTPD, le répertoire en couleur bleue. C'est bon? Ok. Donc, je fais quoi? CD VSFTPD. Je fais LS. D'accord? Je fais LS. Je suis dans VSFTPD. Mon fichier là, c'est vsftpd.conf. Généralement, les fichiers de configuration nous ont .conf. .configuration. C'est un fichier de configuration. .conf. Les extensions .conf. C'est bon? Donc maintenant, normalement, quand j'ouvre mon fichier, c'est-à-dire normalement je dois l'éditer, hein, et puis modifier ce que je veux faire. Mais des fois les fichiers de configuration sur Linux là, hein, vous me suivez, c'est des quoi? C'est des templates. Des fois c'est le modèle est là, ils ont mis des dièses, il y a plein d'écritures dedans. Donc il faut savoir ce que vous allez modifier. Ok, par exemple, je vais faire 4, je vais visualiser sans modifier en faisant 4.
ce qu'on vous a montré. 4. vsftpd.conf. Ok, vous voyez, voilà le contenu du fichier de configuration. Il y a beaucoup de choses. Vous voyez qu'il y a beaucoup. Vous voyez de là. Dans les fichiers de config là, quand il y a dièse devant, c'est des commentaires. C'est commenté. Mais à certaines parties, il n'y a pas dièse devant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, quand on a fait 4, on a vu qu'il y a plein d'écritures dedans. Or, des fois, il ne faut pas aller se tromper pour mettre des choses dedans et puis on ne se retrouve plus. Donc, je vais faire clear. On va faire quoi? Je vais lui dire que moi, je veux que tu me montres dans le fichier de config là, les parties où il n'y a pas dièse devant. C'est ça que je veux voir. Parce que c'est ça qui s'exécute actuellement. Ce qui a dièse devant, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Ça va? Ok? Donc, je fais quoi? Il n'a qu'à rechercher grep-v. Circonflexe. C'est-à-dire, il faut me donner tout ce qui n'a pas dièse devant. Dans vsftpd.conf. Donc, dans le fichier là. Non, fichier long là, c'est tout ce qui n'a pas dièse devant qui est là. Tout ce qui n'est pas commandé là, c'est ça qui est là. Donc actuellement, c'est ça qui prend en compte qu'il s'exécute actuellement à l'état. Donc quand je n'ai pas encore modifié, voici ça. C'est bon? Voici ça. Donc maintenant de là, j'ai les lignes qui ne sont pas commentées, on va expliquer. Ok, on a les lignes là, on a quoi? Anonymous enable égale à yes. Anonymous enable égale à yes. Ça veut dire que actuellement là, mon serveur FTP accepte des accès anonymes. Un accès anonyme c'est quoi? Il met Anonymous sans mot de passe, il se connecte au serveur FTP. Est-ce qu'on veut que quelqu'un puisse se connecter au serveur non comme ça? Donc en termes de sécurité, c'est à comprendre que par défaut, le serveur FTP accepte des accès anonymes. Donc si tu n'es pas parti mettre no là-bas, quelqu'un qui connaît, il va mettre Anonymous, il se connecte et ça va prendre ce qu'il veut dessus. Il a accès au serveur. Ok. Maintenant, local enable égale à yes nous dit quoi? Seuls les utilisateurs qui ont un compte sur le serveur, c'est eux qui peuvent avoir accès au serveur. Ok. Write enable égale à yes, ça veut dire qu'ils ont le droit de modifier. Local UMAS égale à 0.22. Ça veut dire que, comme vous avez fait le coup de Linux, mon truc là, ça ne pas si voilà, non. Ça veut dire que, quand on donne, quelle est la commande qui permet de modifier les droits sous Linux? chmod, très bien. Avec la notation octale, qu'on veut donner les droits à tout le monde, c'est quelle valeur? Très bien, 777, voilà. Oui. Non, mais je continue, je vois qu'ils connaissent. 777. Donc, en réalité, donc la valeur qui est dans le UMAX là, les droits sont 777 moins 0,22. Donc, ça fait 755. Ce qui fait que le propriétaire, ça fait quoi? RWX, R-X. Parce que c'est quoi? C'est 111, 101, 101. Donc 700, ça veut dire dont le propriétaire a le droit de lecture, d'écriture, d'exécution. Les membres du groupe du propriétaire ont le droit de lecture, n'ont pas le droit d'écriture, le droit d'exécution. Les autres ont le droit de... Voilà ce que c'est. Donc, local UMAX là, quand on s'en modifie là, voilà comment ça joue dessus. Ok. D-message enable égale à yes, ça veut dire que ça affiche un message lorsque tu te connectes en mode commande pour accéder au serveur FTP. Il va t'afficher un message lorsque tu changes de répertoire. isFairLog égale à yes, c'est-à-dire qu'il va garder des logs. En termes de sécurité, les logs, c'est quoi? Les traces. Très bien. Connect from port 20 égale à yes, c'est-à-dire que le FTP utilisait le port 20 et 21 de TCP. C'est-à-dire port 20 pour la connexion et le port 21 pour le transfert des fichiers. xFairLog, SDD format égale à yes, c'est-à-dire qu'il enregistre le log au format standard test. Listen égale à yes, c'est-à-dire que le serveur doit être toujours à l'écoute de connexion.
Si on met no, c'est-à-dire le serveur n'accepte plus de connexion de quelqu'un. Ok. PAM, service name égale à VSFTPD. Le PAM, c'est Pluggable Authentication Module, le service d'authentification de Linux. Son équivalent sur Windows, c'est SAM. Chez SAM, Security Account Manager. Windows Server, on parle de SAM. Linux parle de PAM. Pluggable Authentication Module égale à VSFTPD. Ça veut dire quoi? Le volet authentification du FTP, il faut laisser ça au service VSFTP, il va gérer ça. Ok? User list enable égale à yes. Un autre niveau de sécurité encore est de dire que quoi? Il faut travailler à la user list. Mais là, dans ce cas, on dit parce que local enable égale à yes, ça veut dire que c'est ceux qui ont un compte. Mais j'ai dit non, c'est pas parce que tu as ton compte sur le serveur que tu as droit encore à accéder au serveur FTP. Mais c'est seulement ceux que je vais aller introduire dans la user list là, c'est ceux qui peuvent accéder. Donc, ça veut dire que je peux restreindre encore l'accès de mon serveur FTP à certaines personnes. Thème de sécurité. TCP wrappers égale à yes, c'est-à-dire il lit les informations liées au serveur FTP. Donc ici, quelle est l'information capitale en termes de sécurité qu'on doit modifier? Oui. Je n'ai pas compris le local UMAS. Local. Oui. Tous les droits. Oui. Parce que ici, le UMAS là, est-ce que on nous donne la main, est-ce que c'est pour qu'on puisse modifier le UMAS? On peut le modifier, mais je veux dire, quand tu modifies l'effet que ça aura, je dis tous les droits, c'est 777. Oui. Donc, quand la valeur que tu mets là-bas, lui, il retranche à 777. Oui. Oui. Donc, quand ça est là, ça veut dire que le propriétaire a le droit, quand il fait 777 moins 0,22. En fait, la question que je voulais poser, oui. Puisqu'on a dit sur une liste de UMAS, le UMAS là, comment on appelle sa modification là, comment on appelle, touche tous les fichiers et répertoires. Non, mais là. Donc ici, ce qui est là, c'est pour le FTP. FTP seulement. C'est le FTP. C'est pour le FTP. C'est parce que c'est un service à part VSFTPD, c'est pour lui. Ok. Voilà. Maintenant ici, quelle modification cruciale qu'on doit faire en termes de sécurité basique? On ne doit pas permettre au moins les accès anonymes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, au moins, c'est quelqu'un qui a son compte là que c'est moi-même qui ai créé son compte là, il peut avoir accès au serveur FTP. Au moins, on ne doit pas permettre à tout le monde d'accéder à ça. C'est ce que moi je vais créer le compte là. Donc je vais aller mettre à non, pas à user list d'abord, à Anonymous. Les accès anonymes, interdit les accès anonymes. Donc je vais éditer mon fichier. J'édite vsftpd.conf. Ok. Donc maintenant, le voici qui est là. Vous voyez. Donc les accès anonymes. Je mets ça à quoi? À no. Je dis, voilà. Quand il met no, ça veut dire qu'il ne faut pas permettre à quelqu'un qui n'a pas un compte sur le serveur de pouvoir y accéder. C'est bon? Donc quand je ferme, maintenant je fais quoi? Je vais faire quoi? Modification sur le serveur. Donc je vais redémarrer le service qui est lié. Donc c'est V. Non, j'ai déjà enregistré. Donc service VSFTPD. Voilà. Donc il n'avait pas encore démarré. Hein? Donc je vais faire start d'abord. Start. Ok. Et puis je fais. Ok. Restart. Voilà. Donc j'ai redémarré. C'est bon? Donc maintenant actuellement là, notre serveur FTP là, il est prêt à fonctionner. Ok? Donc, on va créer le compte de la personne qu'on veut qui se connecte par FTP. Ça va? Oui. Donc, je vais créer. D'accord? Donc, on peut créer un compte utilisateur comme ça. Regardez, je vais réduire le terminal. Ok. Sur Red Hat, on peut venir dans le système en mode graphique, quoi, pour aller plus vite. Sinon, on peut faire, on dit quoi, pour créer, comment vous avez fait créer utilisateur? Vous n'avez pas créé utilisateur? Hein? Add user. Sur Red Hat, c'est user add.
On fait user add. Lui, c'est user add. Et puis, on met PASWD. Oui. User, non, Ubuntu, c'est add user. Maintenant, sur Red Hat, c'est user add. User add. Et puis, on met PASWD, le mot de passe de l'utilisateur. OK? Mais on peut le faire aussi en graphique. On vient ici, administration, vous voyez, utilisateur et groupe. Ça va? Maintenant, cette fenêtre-là, on peut l'appeler en faisant, j'ai fait quoi? J'ai fait ici, hein, administration, utilisateur et groupe. Ça va? Mais je peux faire ça. Système, pour l'appeler la fenêtre graphique, on peut faire système, config, users. Automatiquement, il y a des commandes qu'on arrête date. Quand tu tapes, il envoie la fenêtre graphique que tu veux. Tu appelles ça, il appelle la fenêtre graphique que tu vois. Donc, on va ajouter un utilisateur. OK? D'accord. Donc, oui, mais je vais créer un autre. Jean, c'est ce que j'ai créé. Voilà. Voilà. Donc, mon mot de passe. OK. D'accord. Je prends mon mot de passe. Ça va? Donc, c'est bon. Ouais, un répertoire m'est créé dans Home. Voilà. D'accord. Mon nom de login, c'est OK. Voilà. Donc, mon utilisateur, là, il est créé. OK. Mon utilisateur est créé. C'est bon? OK. Vous suivez, vous comprenez? Oui, monsieur? Monsieur, j'aimerais comprendre s'il y a une différence entre l'utilisateur, cet utilisateur qu'on crée pour accéder au serveur FTP et les utilisateurs que nous avons appris à créer. C'est les mêmes utilisateurs. C'est les mêmes utilisateurs. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont été créés comme utilisateurs dans l'environnement du virus que nous sommes, peut-être qu'ils peuvent avoir accès. À cause de local enable égale à yes dans le fichier de configuration. On a dit quoi? Local enable égale à yes permettait à tous ceux qui ont un compte sur le serveur d'avoir accès au FTP. Ça va? Tous ceux qui ont un compte sur le serveur. Sur le serveur. Oui. C'est lui qu'on va utiliser pour faire notre serveur FTP. Donc tous ceux qui ont un compte sur lui. Donc si par exemple, ils sont là, c'est ceux que toi-même tu vas créer les comptes dessus. C'est eux qui auront accès à ça. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas un moyen de restriction. Si. Mais c'est que moi, je suis en train d'expliquer, il ne suivait pas. J'ai dit quel est le moyen de restriction? Restriction comment? En fait, moi, ma préoccupation, c'était que si même, par exemple, ce qu'on a appris, on avait des groupes. On pouvait créer des groupes sur lesquels, comme on appelle les informaticiens, les comptables, et puis bon, il y a des utilisateurs. Et même parmi ceux-là, il y a ceux à qui je donne accès au serveur TFTP. FTP. Mais c'est ceux que toi tu as créé les comptes dessus. Maintenant, on a dit quoi? Dans ceux que les comptes existent là, tu peux aller dire non, je vais te mettre ceux qui mettent dans la user list là, c'est eux seuls qui peuvent accéder. Donc là, c'est resté, c'est fermé. C'est-à-dire, tu peux avoir ton compte, mais tu peux ne pas accéder parce que tant que tu n'es pas mis dans user list, tu ne peux pas. Il y a ça aussi, ce niveau de restriction là. C'est comme ça qu'on doit procéder. Ok, oui. Oui, par la machine. Suivez-moi bien. C'est une bonne question. User ID. C'est-à-dire que chaque utilisateur créé, voilà, ça c'est le système d'exploitation qui lui attribue ça pour le retrouver. Par défaut, c'est le root qui a l'identifiant 0. Donc, ça veut dire que vous pouvez écrire un script qui va vous permettre de savoir si la personne est root ou bien pas root. Seulement parce que l'UID, l'identifiant du root, c'est 0. L'administrateur, lui, il a l'identifiant 0. À part lui, personne n'a 0. Ok? C'est le système qui attribue ça. Ok? Voilà le shell de connexion. Mais comme ici, en Linux, ça c'est le bash. Vous avez déjà fait programmation, vous n'avez pas parlé de ça. Voilà, born again shell. Voilà, born again shell. Ok? Ok, bon, donc de là, notre utilisateur est créé. Donc un dossier, un répertoire personnel lui est créé dans Home. Maintenant, je vais aller le voir. Regardez par exemple, sur poste de travail.
Au fait, je travaille comme ça pour vous montrer que Linux, on peut utiliser en mode graphique aussi. Hein. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on vous montre seulement on a l'impression que tout est commande. C'est pas, aujourd'hui, les choses ont évolué. Donc, j'ai fait aussi en graphique pour montrer qu'on peut faire en graphique aussi. Beaucoup de choses. Donc, je viens dans le système des fichiers. Vous voyez, je vois Home. Voilà. Voilà mon utilisateur qui est créé. Voilà, c'est lui que j'ai créé. Fait clic droit, créer un dossier. Donc, mon dossier, je l'appelle quoi? C'est là que je vais mettre le document du FTP, doc FTP. Ça va? Maintenant, je vais mettre un fichier dedans. Je viens comme ça, je ferme. Je viens là, application. Dans l'application, il y a accessoires. Dans accessoires, il y a éditeur de test. OK? Puis on peut mettre notre test ici. Voilà, OK. Donc, je fais fichier enregistré sous. Je mets le nom de ma machine. Je fais le nom de mon fichier. Je peux l'appeler doc. C'est un nom. Maintenant, je veux doc là. Je veux mettre ça où? J'allais mettre ça dans le dossier doc FTP que j'ai créé. Donc, je fais parcourir d'autres dossiers. Système de fichiers. C'est dans Home. Voilà. Donc, doc là, il se trouve dans Home ou doc FTP. C'est bon. Voilà mon fichier. Donc, c'est mon fichier que je veux récupérer par FTP. Je vais faire un test. Il faut qu'on montre que le FTP marche. Hein? OK. Là, j'ai fait une config, je vais tester si ça marche. Donc, maintenant, je vais régler les droits. C'est pas parce que la personne se connecte par FTP qu'il a forcément le droit. Parce que ici, actuellement, là, je suis en tant que root en train de faire ce travail. Mais l'utilisateur qui va se connecter, qui est Google, là, il n'est pas root. Donc, il faut que je change la paternité du fichier pour dire que c'est telle personne qui a le droit. Vous me comprenez? Oui. Voilà. Donc, je vais faire ça en graphique aussi. Pour vous montrer même dans CHMOD, on peut faire en graphique aussi. Voilà. Donc, je vais faire un schéma, je vais faire un petit pour vous expliquer un peu le problème de droit. OK? On a Home comme ça. On dit c'est dans le répertoire Home. Dans Home, on a le répertoire personnel de M. Gouo. OK, c'est dans le répertoire personnel de M. Gouo que j'ai mis doc FTP. Et puis dedans, j'ai mon fichier doc là qui est là. OK? Ça va? M. Gouo, comme il a son répertoire personnel, donc sans faute, il a le droit de traverser Home. Il a le droit de traverser son répertoire personnel. Mais c'est ici, il va se bloquer. Parce que doc FTP, quand je le crée là, actuellement je suis administrateur, donc c'est en tant que root. Donc seul le root a le droit de traverser. Donc je dois changer la paternité pour dire, M. Gouo est aussi propriétaire de ça. Et puis il a le droit aussi de pouvoir prendre. Donc, parce que une chose est de se connecter par FTP, une chose est d'avoir le droit de récupérer le fichier. Ça va? Oui. Une chose est de se connecter et une chose est d'avoir le droit de récupérer. Yes. OK? Donc, on va régler les droits aussi de manière graphique. Attribuer les droits. OK. Voilà. Propriété, permission. OK. Propriété, permission. On est venu ici. Je fais clic droit. Propriété, clic droit, propriété, permission. Propriétaire. Donc, je cherche quoi? G ou O. Je le cherche. Voilà. Bon, il a quoi? Voilà. Création et suppression. Accès au fichier. Lecture, écriture. Voilà. OK. Maintenant, les autres utilisateurs n'ont pas accès. Je peux les laisser comme ça. Si ils n'ont pas accès. Voilà comment on règle. Hein? Ok, donc voici ça. Ok. Oui? Non, j'ai bougé, j'ai réglé seulement ici. C'est-à-dire que j'ai dit quoi? La permission. C'est-à-dire, Webby a le droit de rentrer.
Bah, quand il a créé le dossier là, c'est en tant que route, je suis administrateur. Non, actuellement, c'est l'administrateur, c'est le route seulement. Or, lui, il ne va pas se connecter depuis sa machine là-bas en tant que route. C'est le compte qui existe là, son compte qui va venir, le compte qui existe sur le serveur. D'accord, donc je lui dis qu'il a le droit. Voilà le propriétaire. Bah, c'est dans son dossier personnel, j'ai mis. Ok? Voilà. Donc maintenant, de là, je viens maintenant, s'il a pu traverser celui-là, il reste ça. Il faut qu'il ait le droit de récupérer. Donc, je vais sur propriété. Permission aussi. Voilà. Donc, je recherche. Voilà, c'est bon. Le document lui-même. Parce que non, sur Windows c'est différent. Windows là, on règle les droits seulement sur le dossier. Sur Linux, on règle sur le dossier et sur le fichier. Que ça? Oui, mais il serait mieux de faire ça toi-même pour ne pas avoir de surprise. Ouais, pour ne pas avoir de surprise, va faire. Hein? Ok, bah, tu as fait, il n'a pas bien fait. Il faut aller faire. Ah non, il faut pas. Suivez-moi très bien. Ce qu'il dit là, c'est pas forcément vrai. Sur Windows, par exemple, suivez-moi bien, sur Windows Server, quand tu fais les modifications sur les stratégies de groupe, avec la GPO, quand tu crées, tu diminues la complexité des mots de passe là. On te demande, c'est en graphique que tu fais. Mais deux fois là, tu peux avoir des surprises. Hein. Tu fais ça en graphique et puis quand tu reviens, tu vas, ça n'a pas pris. Tu fais quoi? On te dit fais en graphique, tu fais appliquer, ok, puis ça ne prend pas deux fois. Donc on te dit que pour être sûr que ça prenne, tu dois aller taper GP update espace / force. C'est sûr que quand tu tapes ça là, c'est sûr qu'il va prendre. Parce que si tu ne tapes pas ça là, tu vas te blaguer. Tu vas aller faire en graphique et puis tu viens, tu vois, ça ne prend pas. Il dit mais j'ai fait, ça ne prend pas. Et puis tu es là. Ça, si tu ne sais pas que, on te dit que quand tu fais les modifications de la stratégie de groupe, toujours, quand tu finis de faire, pour être sûr que ça marche, GP update espace / force. Là, tu es sûr que ce qu'il vient de faire, c'est sûr qu'il va prendre. Et il tourne quand et puis te dit, il a appliqué, la stratégie s'est appliquée sans erreur. Bien, mon truc a bien pris. Ça va? Ok, donc deux fois, c'est important. Ça cause ça, on monte aussi les commandes aussi. Parce que des fois, quand ça chauffe, tu dois laisser le graphique descendre en commande. Fait. Voilà. Bon, donc maintenant, on a fini, on a donné les droits. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est d'aller faire le test. Hein? C'est d'aller faire le test. Donc, je prends la machine. Je prends la machine ici, ma machine cliente. Ok, je suis dessus. Donc, je vais en DOS. Ok, on va faire ça en DOS. Ok, je fasse pour que vous puissiez voir. Donc, on met quoi? FTP, l'adresse IP. Comme vous connaissez, c'est le FTP. On met FTP ou le FTP en mode commande. Parce que on monte ça en mode commande. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là, je vais vous présenter, hein, il y a plein d'autres outils. Il y a FileZilla, les outils graphiques. On peut parler par le navigateur. Mais si, par exemple, tu dois écrire un script shell, par exemple, tu vas écrire un script shell sur une machine Linux qui va faire un transfert des fichiers. Dans le script là, le fichier de script là, c'est les lignes de commande que tu dois saisir, ça qui est dans le script. Donc si tu ne sais pas faire ça en commande, les étapes de commande, tu ne peux pas écrire le programme. Par exemple, dans le programme, il faut lui dire, quand tu rentres dans le fichier, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est parce que tu sais faire, mais quand tu rentres, lui-même, il va faire ça automatiquement pour toi. Ça va? Donc on fait FTP, l'adresse IP de mon serveur. Il me demande maintenant de me connecter. Voilà mon login, mon mot de passe que j'ai mis. Login successful. Donc actuellement, je suis bien connecté par FTP. Ok? Donc s'il fait LS, il va me dire où il est. Quand il fait LS, vous voyez qu'il voit ici, il voit doc FTP. Donc ça veut dire que quand il est rentré, il a traversé Home, il a traversé Google, et puis il voit doc FTP. Donc je dois me positionner dessus. Je fais quoi? CD doc FTP. Directory successful change. C'est-à-dire, dit message enable égale à yes. C'est-à-dire à chaque changement, il faut m'afficher un message pour dire que ça a marché. Ça va? C'est-à-dire, je suis FTP, je fais LS. Je vois doc.
Donc, je fais quoi? Pour prendre la commande FTP qui permet de récupérer un fichier, c'est get. Je fais get. Donc, je fais get doc. Il faut récupérer doc. Pareil, je me suis connecté, j'ai navigué, je suis parti, mais il faut te placer, tu vois, puis tu récupères. Voilà. Il m'a dit file send OK. J'ai récupéré mon fichier. Maintenant, quand tu finis, tu te déconnectes. Tu fais quoi? Tu peux faire QT ou bien buy. Hein? Ça, c'est des commandes propres au FTP. Hein? Buy. Tu te connectes, tu récupères ton fichier, tu te déconnectes du serveur. OK? Donc, je viens ici. Goodbye. Voilà pour le fichier doc. Ouais. Nous sommes au cours de sécurité à l'INP. Donc, je me suis connecté, j'ai récupéré mon fichier. C'est bon? Ça, c'est le premier niveau de notre projet. C'est long, hein? Oui, c'est long, hein? Mais ça, je suppose que... Donc maintenant, de là, suivez-moi bien, on a récupéré notre fichier. Donc maintenant, le premier niveau, il n'y a pas de problème. Ça, par exemple, ce niveau-là, pour un technicien qui a pu faire ça. Mais un ingénieur doit dire que, attention, mais est-ce que c'est sécurisé? Et c'est maintenant que nous, on vient maintenant au cours de sécurité. Parce que ce qu'on a fait là, il n'y avait pas grand-chose de sécurité dedans. Maintenant, un serveur, un ingénieur maintenant j'ai dit que le FTP là n'était pas sécurisé parce qu'il transmettait entre le client, la sécurité n'était pas entre le client et le serveur FTP parce que les informations sont transmises de manière sans cryptage. OK? Donc maintenant, c'est ce que je veux voir. Est-ce que c'est vrai? J'ai vu ça dans la littérature, les gens ont vu ça dans le livre. Ils ont dit, on a vu. On dit FTP là, est-ce que c'est vrai? Mais je vais vérifier. Donc si on a vu maintenant, il y a les mesures aussi à prendre et puis on va vérifier. C'est bon? Donc maintenant, on va installer notre petite application que je vous ai donnée là, qui est le Wireshark. Oui. C'est bien. Quoi? Il faut les démarrer. Oui, il va les démarrer. Voilà, vous voyez que quand vous mettez VMware Tools là, vous pouvez aller, je suis parti, si je vais chercher quelque chose sur ma machine physique, hein, puis je suis en train d'envoyer sur ma machine virtuelle. Un logiciel, vous copiez, vous collez, il va coller. Non, sur Linux, ça c'est difficile. C'est Windows, voilà. Voilà ça. Donc maintenant, je vais installer mon sniffer qui est Wireshark. Donc j'ai parlé. Ah ouais, chaque une nouvelle version qui est sortie. C'est quand vous finissez d'installer, c'est après. Mais pas que vous mélangez. C'est bon le TP, même si c'est long, c'est bon? Ah, faut que vous soyez rodé, hein. C'est que là, vous devez pouvoir tenir le coup. Ça permet de voir moi ce qu'on faisait. Voilà. Voilà, c'est ça. Par exemple, la partie pratique, on a utilisé les commandes de base pour réaliser un projet de A à Z. Parce qu'en réalité, après ça, hein, ce qui suit, quand on finit commande de base, on prend ça pour le prochain cours de l'usine, on prend ça et puis on configure des choses. On dit bon, voici ça, parce que dans tout ça, il y a tout, on a fait CD, espace large, on a fait ça, on a utilisé, on a agencé jusqu'à ce qu'on puisse terminer.
Voilà, donc voici notre sniffer, ok? Voilà, voyez comment il se présente. Il faut installer. C'est dans le dossier. Ok, vous voyez, Network Protocol Analyze. Donc, vous voyez que c'est pas seulement le Wireshark, c'est pas seulement pour les pirates, hein. C'est pour vous aussi les responsables de la sécurité. C'est-à-dire, quand toi-même on te dit ça, est-ce que tu peux pour faire tes tests? Il faut toi-même capturer les informations qui circulent dans ton réseau pour voir est-ce que, par exemple, on dit de tel point à tel point, on dit c'est sécurisé, Tu fais comment pour vérifier? Si on dit, bon, tu as mis quelque chose, tu as configuré, puis on te dit c'est sécurisé, tu vérifies comment? Il faut que toi-même que tu captures. Lui, si c'est pas sécurisé, il va te dire que ça là, c'est pas sécurisé. Ça va? Donc maintenant, je vais faire quoi? Je vais faire la capture. Mais on doit capturer sur l'interface. C'est bon? Donc je fais quoi? Je choisis interface list. Mon interface, c'est ça. Ça dit 1.2. C'est bon? Donc je fais start. Donc il va commencer à me capturer. Donc voilà. Donc il va commencer à me capturer. Donc maintenant je vais faire mon FTP dedans. Ok, j'ai fait FTP. Ok. Ok. Je mets mon mot de passe. Voilà. Donc je fais quoi? CD doc FTP. Vous voyez? Donc maintenant je vais aller arrêter même ma capture déjà, même c'est déjà suffisant. Je vais arrêter ma capture. Ok. Regardez ici. Il me dit que, j'ai dit quoi hier, on avait dit que quand on fait le FTP, FTP fonctionne avec le protocole quoi? TCP. C'est ça? Or, le protocole TCP, il y avait le dialogue à 3 états. SYN, SYN-ACK, ACK. SYN, ACK. C'est bien écrit, il te dit ça. Maintenant, regardez là. User request go. Login. Mot de passe. QWERTY. C'est fini. C'est-à-dire la personne a capturé le mot de passe comme ça. Hein? Donc, c'est-à-dire, oh, moi, je me suis connecté à mon serveur, je suis parti récupérer. Quand il a fini, lui, il prend, il met un Go, QWERTY aussi, se connecte, il récupère le fichier aussi. Et puis on dit qui a répondu, c'est toi. Qui est dans le log là-bas? C'est pas toi qui a récupéré. Ça va? Donc là, on voit que si on laisse le FTP, un serveur FTP simple, c'est pas le problème, c'est pas Linux qui a le problème, c'est pas Windows qui a le problème, c'est FTP qui est le problème. Donc vous, comme vous savez ça, ça veut dire que vous savez que vous, en tant que si un serveur FTP dans votre réseau d'entreprise, vous faites des connexions à ça, de toute façon, toi-même, donc je te connecte à un serveur, tel serveur, en tant qu'administrateur, le mot de passe administrateur. C'est qu'on peut voler ton mot de passe administrateur, puis l'email la personne a le mot de passe administrateur, peut faire tout ce qu'il veut dans le réseau. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas parce que le FTP fait bien mon transfert des fichiers. Mais son problème là, c'est que quand on l'a conçu, on n'a pas pensé à l'aspect de sécurité. C'est après qu'on s'est rendu compte qu'il a une grosse faille comme ça. Donc, on ne peut pas dire, on va jeter. Donc, on dit, bon, maintenant, il est conseillé de faire FTP avec SSH. Donc, premier niveau, faire une connexion SSH. Mon tunnel SSH va s'établir, mon tunnel sécurisé. Et dans mon tunnel sécurisé, il fait mon FTP dedans. Pour éviter que quelqu'un puisse intercepter. Donc, ils l'ont dit, on va le vérifier aussi, de manière pratique. C'est-à-dire, c'est dit, là, on a vérifié que, quand on a intercepté, login, mon mot de passe, c'est-à-dire, là. Voilà. OK? Donc, je reviens encore, faire mon test. OK? Je vais quitter mon truc. OK. Donc, maintenant, avec notre application, la petite application qui marche sur Windows, Putty sert à faire, ok, je vais réduire ça. Putty sert à faire des connexions par SSH. Ça va? Donc, je vais capturer le même travail. Ok? C'est le même travail. Je fais start. Il commence à capturer. Donc, je lance Putty. Donc, Putty, SSH utilise le port 22. Donc, je vais 1.1. Fais-moi une connexion par SSH à mon serveur. Fais open. Et lui, donc il me dit de me loguer. Donc je mets quoi? Mon login c'est Go
Hein, mon mot de passe. Je suis connecté actuellement à mon serveur par SSH. Donc, j'ai fait une connexion, je viens de faire une connexion par SSH. OK, à mon serveur là, FTP. Donc maintenant, dans mon SSH là, je vais faire maintenant FTP dedans. C'est-à-dire que maintenant, quand je suis connecté par SSH, je suis protégé. Donc maintenant, je fais ce que je veux faire dedans. Ouais, il me demande de me loguer. Même pas. Attention, je me suis non, je me suis trompé, excusez-moi. Ok. Attendez. J'ai fait une erreur, c'est moi qui ai fait l'erreur. Ok. Donc je fais quoi? FTP, l'adresse IP. Ok. Il me demande de me connecter. Ok. Le mot de passe. C'est bon, je suis connecté. Et LS. Voyez ça? Doc CD, doc FTP. Ok? Voilà. Donc, c'est bon? Donc, je fais bail. Je vais arrêter ici ma capture. On voit ce qu'il me dit. Ok? Donc, je vais fermer là. Ok. Donc, quand je viens là, regardez ce qu'il me dit. À droite là, il me dit quoi? Vous voyez pas qu'il met? Qu'est-ce qu'il met? Crypté. Tout est, il voit SSH, il sait qu'il y a une connexion entre les deux, mais tout est crypté. Donc, ça veut dire que, voilà la preuve que mon SSH m'a protégé. Donc, dedans, j'ai fait mon FTP, mais il n'a pas pu, le sniffer t'a dit que, vraiment là, tu es en sécurité. Toi-même, tu as vu qu'il t'affiche que les transactions entre 1.2 et puis 1.1 et 1.2 sont cryptées. Parce que c'est dans le tunnel sécurisé que tout s'est passé. Donc, ça veut dire qu'un pirate ne peut pas capturer ça. Crypté. Ça va? Donc, voilà. Donc, ça veut dire s'il y a un serveur FTP dans votre structure, les gens doivent se connecter. Attention, utilisez ça. Connectez-vous comme ça. Sinon, sans ça, voici la conséquence. C'est bon? Voilà, donc c'est ce dont je voulais de manière pratique vous présenter ce projet-là pour qu'on puisse voir